Nous sommes le lundi 13 juillet. Les Français font face à cette nouvelle vague de chaleur. Troisième épisode de chaleur. Selon Météo France, je vous le disais, 37 départements restent actuellement en alerte maximale. Vous voyez cette carte de France qu'on connaît bien et qu'on regarde presque chaque matin en ce moment pour voir où est-ce qu'on se situe. Beaucoup de rouge, donc encore du orange. 26 millions de Français jusqu'à au moins demain vont rester dans le rouge vif. Courage et vigilance évidemment dans les régions concernées. Hier dans les Landes, il a fait plus de 42 degrés. On va commenter cette séquence avec vous, Gaël Musquet. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Vous êtes météorologue spécialiste de la prévention des catastrophes naturelles. Vous interveniez sur ce plateau en mai dernier pendant cette vague de chaleur qu'on disait exceptionnelle, plus si exceptionnelle que ça, puisque c'est la troisième de l'année. Oui, malheureusement, on est face à un épisode... un énième épisode de canicule. La directrice de Météo France elle-même a projeté un peu ce qui nous attend d'ici la fin de l'été. 70% de probabilité, je ne vais pas dire chance, probabilité que l'on ait un été plus chaud que les normales de saison. Donc effectivement, le maître mot là aujourd'hui, c'est vraiment solidarité et responsabilité. Solidarité parce qu'on a vu, les conséquences, elles sont dramatiques pour beaucoup de personnes isolées. Pour aussi des personnes en bonne santé. Ça ne touche pas que les personnes âgées, que les personnes qui ont des vulnérabilités. J'ai pu être témoin de crises d'angoisse de personnes bien portantes, trentenaires, quadragénaires, qui dès la semaine dernière étaient angoissées à savoir qu'on allait encore traverser une énième vague de canicule. Donc ça atteint le moral, ça atteint physiologiquement aussi les corps. Et on a parfois malheureusement... On voit à quel point le gouvernement se mobilise, à quel point le monde hospitalier, du point de vue sanitaire, ces vigilances rouges, elles sont liées aussi aux capacités d'accueil des populations. C'est pas juste des critères uniquement météorologiques. La vigilance rouge, elle est aussi basée sur la capacité des hôpitaux, des institutions hospitalières, des SAMU, des pompiers, de pouvoir accueillir, prendre soin, accompagner les personnes qui sont vulnérables avec pour la première fois, un plan hors sec canicule. Le plan hors sec pour organisation des secours est plutôt utilisé pour des orages, pour des inondations, des crues, des tempêtes. Là, il faut imaginer sur une crise acinétique lente, comme une canicule, ce que cela va devoir nécessiter d'aller chercher une à une ces personnes qui auront besoin d'être mises à l'abri avec toutes les conséquences sociales que l'on peut imaginer. Parce qu'elles ne sont pas forcément coopératives, elles sont parfois aussi tenues d'avoir des traitements médicaux qui sont parfois lourds, des dialyses, des traitements médicaux aussi qui demandent parfois un peu d'intimité. Donc il faut imaginer toute la complexité que cela revêt aujourd'hui dans l'organisation de la société française face à ces nouvelles conditions météorologiques. Je disais troisième épisode, ils sont quand même très rapprochés. On a peut-être été un peu près de court en mai dernier. Ça a été d'une violence. Ça a laissé des traces pour tout le monde. À Paris, en région parisienne, ça a été extrêmement dur. Et effectivement, à la vue de ce nouvel épisode qui est arrivé, beaucoup se disaient « Waouh, ça va faire beaucoup de façon très proche. » On est mieux préparé ou moins bien ? Alors, l'organisme a eu le temps d'être préparé ? Pas forcément. Il faut parfois des jours pour récupérer. Tout dépend des conditions dans lesquelles les personnes habitent. Les territoires n'ont pas été touchés de la même manière. On a évidemment, en zone rurale, plus de facilité avec les forêts, avec la végétation, de se rafraîchir qu'en zone urbaine, très urbaine, avec des îlots de chaleur. Donc tout le monde n'est pas logé malheureusement à la même enseigne, avec des personnes qui vivent sous les toits en zone urbaine. Même des bâtiments récents souffrent aujourd'hui de ce manque parfois de capacité de rafraîchissement. Donc vraiment, la solidarité et la capacité des collectivités à mettre en place des listes de lieux où les gens peuvent se rafraîchir, de mettre à disposition des moyens de transport ou des tarifs avantageux, voire de la gratuité pour l'accès aux piscines. On a des initiatives même citoyennes, un site aufrais.com qui a ouvert pour que les personnes puissent renseigner les endroits, les médiathèques, les bibliothèques, les cinémas, les centres commerciaux où on a de la climatisation, où on peut aller se réfugier. Donc on voit qu'il y a aussi une intelligence collective. On a la Seine aussi où se baigner. Moi j'ai l'impression quand même qu'on est un peu mieux préparé parce qu'on est aussi plus avancé dans l'été. Il n'y a plus d'école, donc il n'y a plus aussi la gestion des enfants avec les écoles qui fermaient ou les recommandations des parents à les garder. On martèle aussi des messages de prévention. Il y a une montée en puissance de la capacité aussi des collectivités à identifier les endroits critiques, où les personnes peuvent être victimes malheureusement d'hyperthermie.
sur l'accompagnement des personnes à la rue, l'accompagnement des personnes en situation de handicap. On l'oublie, mais ces personnes en situation de handicap ont des probabilités plus importantes d'être affectées, impactées par ces vagues de chaleur. Donc la solidarité à la fois de l'État et des collectivités, évidemment, c'est ce qu'on attend de ces institutions, mais aussi prendre soin de ses voisins, prendre soin de sa famille, pour permettre aux personnes qui sont en difficulté, prendre soin de ses amis. Moi, j'ai pu héberger des personnes et j'ai proposé aussi à certains de mes amis qui étaient en difficulté, mais de venir chez moi en Normandie où on a des températures beaucoup plus fraîches le matin pour pouvoir traverser cet épisode comme si on avait eu une maison inondée, une personne qui devait évacuer son logement à cause d'un feu de forêt ou à cause d'une tempête. Il faut aussi apprendre à partager ces logements pour pouvoir héberger des personnes qui sont victimes de ces épisodes caniculaires. Voilà, cette forme de solidarité qui s'exprime effectivement peut-être un peu plus sans béton, c'est plus facile qu'à la ville. Le thermostat, on va regarder peut-être quelques images, ce qu'on a vécu ce week-end. Plus de 42 degrés dans les Landes, 41 à Saintes, 40 à Nantes. Également une situation aussi très compliquée à Paris et dans sa région parisienne, en tout cas les localités durement touchées, avec toujours cette même question dans la tête des Français. À quand la fin de cet épisode? Élément de réponse tout de suite avec Candice Antiga. Regardez. Unique rempart contre plusieurs jours de fournaise, cette couverture de survie, accrochée à sa baie vitrée. On n'est pas à l'heure la pire de la journée, puisque vous voyez, on n'a pas encore le soleil de ce côté. J'ai le soleil à partir de 15h30, et je vous assure qu'à 15h30, vous ne laissez pas la main sur la vie. Jusqu'à quand faudra-t-il encore tenir ? L'accalmie de cette nouvelle vague de chaleur doit s'amorcer dès mercredi par l'ouest du pays, une baisse graduelle des températures qui s'étendra ensuite vers l'est, avec le retour d'averses sur une large partie du territoire. Ce sont les orages qui progressivement vont mettre fin à cet épisode caniculaire. Les températures vont baisser, elles vont rester néanmoins encore largement au-dessus des normales, de 5 à 6 degrés. Et on surveille déjà une possible hausse des températures qui pourrait se mettre en place pour le milieu de semaine prochaine. Un répit, peut-être une nouvelle fois temporaire. Cet épisode de chaleur est le 3e enregistré en France en moins de 2 mois. Bon, je disais la couverture de survie qui est devenue le must-have de l'été. Je dis pas ça de façon drôle, mais cynique. De voir des couvertures de survie aux fenêtres des hôpitaux où on attend toujours la clim. Bien sûr, alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, on le dit depuis des décennies, s'adapter aussi violemment en urgence, ça nous coûte beaucoup plus cher, 5 à 15 fois plus cher. Donc commander des climatiseurs en urgence dont on ne sait pas, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans ce qu'ils seront, comment ils vont tenir dans le temps, comment ils seront déployés, ça nous coûte beaucoup plus cher que si l'on avait planifié, acheté, fait les travaux dans les bâtiments qui nécessitent cette climatisation, évidemment les hôpitaux, les EHPAD qui hébergent des personnes vulnérables. Et même si on va plus loin, si on étend cette réflexion aux recommandations du CEREMA, donc réseau scientifique et technique du ministère de l'écologie, le CSTB qui travaille sur l'habitat, l'ADEME qui travaille sur l'énergie, Météo France aussi sur les prévisions, on voit que ces agences, l'ONF aussi sur la partie forestière, on voit que ces agences de l'État n'ont pas forcément été celles qui ont été le plus dotées, elles ont été même parfois victimes de réduction de budget, et c'est bien des recommandations de ces agences dont on a besoin aujourd'hui. Donc c'est bien d'en parler là. Donc effectivement, c'est le moment d'en parler. La prise de conscience, elle doit être faite là, d'un point de vue politique, au niveau des collectivités, les mairies évidemment en première, vraiment sur la capacité de ces maires pouvoir adapter leur territoire. Le fonds vert qui leur était destiné a été raboté. Donc on voit aussi que politiquement, on a une vraie distorsion en fait. On profite quoi? On parlait du budget des armées il y a quelques instants avec le discours aux armées du chef de l'État. On sait qu'il y a les budgets n'ont cessé d'être amplifiés et gonflés. Il y a encore 38 milliards d'euros qui ont été ajoutés à la loi de programmation militaire là, début juillet. Tout ça au détriment de quoi? Est-ce que c'est compatible, une armée forte et un climat en tête de pile des dossiers? Alors c'est terrible parce que j'ai été auditionné justement sur l'impact du réchauffement climatique sur les armées. Et on se rend compte à quel point même les armées sont impactées et qu'on a intérêt à courir ce marathon de l'adaptation en même temps que l'atténuation. Il faut faire vraiment les deux parce qu'on est face à un mur financier, technique, scientifique et même
psychologique. Il faut bien comprendre que si on ne met pas d'argent et si on pense faire des économies, et c'est ce qui est souvent fait, on va d'abord faire des économies sur la culture, sur la santé, sur l'éducation, sur l'adaptation, alors que ces 4 domaines sont ceux sur lesquels on doit investir. Investir parce que la population ne sera pas forcément encline, et on le voit, les débats actuels en Espagne sur les réductions de budget qui ont été faites sur les feux qui ont touché l'Andalousie. Les querelles politiques arrivent dans les heures qui suivent après les premiers décès. On voit à quel point les partis politiques se sont écharpés en France sur l'adaptation, sur la capacité du gouvernement à apporter des solutions et à avoir aussi planifié ces solutions. Et pas juste ce gouvernement. Le gouvernement actuel est tributaire des décisions des précédents gouvernements, comme il est aussi responsable de ce qui attend les gouvernements futurs. Et l'élection présidentielle devrait, et je l'espère, avec cette piqûre de rappel que sont ces épisodes caniculaires, eh bien, que l'on doit accentuer cette adaptation pour nous, mais aussi pour les territoires d'outre-mer. On parle de la France au sens plein et entier, et aussi les territoires en développement, des pays qui ont, on le rappelle à chaque COP, besoin aussi de ces transferts de technologie et de ces capitaux pour pouvoir adapter l'intégralité des forêts ou des dispositifs qui permettent d'avoir de l'énergie décarbonée. Vous faites la transition, vous parlez de l'Espagne à l'instant, je ne sais pas si on a les images, mais Pedro Sanchez qui est arrivé en Andalousie, évidemment pour un hommage aux victimes, 13 morts dans les incendies là-bas. Sanchez qui dit, qui appelle à former la population et peut-être aussi à réviser cette politique, parce que ces canicules, elles s'accompagnent d'aridité, des sols secs, très secs, ultra secs, avec des feux de forêt qui prennent à peu près partout. On a vu la Grèce, on voit l'Espagne, la France aussi. On va peut-être aller prendre le pouls à Fontainebleau où nous attend Laura Cambo, qui est notre envoyée spéciale depuis ce matin. Depuis hier, donc à quelques dizaines de kilomètres de Paris, il y a cette forêt emblématique, la forêt de Fontainebleau, qui est touchée par un incendie. 800 hectares déjà traversés. Laura, bonjour de nouveau. On était avec vous tout à l'heure parce qu'Emmanuel Macron a eu quelques mots ce matin pour dire tous les moyens sont mobilisés pour tenter d'éteindre ou au moins de maîtriser ce feu de forêt. Et qu'en est-il ? J'aperçois les fumées derrière vous, ça brûle toujours. Effectivement, depuis tôt ce matin, on parle de plus de 800 hectares qui sont partis en fumée. Mais ici, sur place, on se demande si ce n'est pas beaucoup plus, car en réalité, les panaches de fumée derrière nous sont impressionnants. On a l'impression qu'il y a de très nombreux foyers qui restent toujours actifs. La conséquence ici, c'est qu'il y a eu beaucoup d'évacuations. Au total, on est sur 900 habitants qui ont dû quitter leur maison dans la précipitation. Ici, nous sommes à Achères-la-Forêt, qui a installé une salle polyvalente pour accueillir ses habitants. Ils nous expliquent tous qu'ils sont évidemment très inquiets, qu'ils regardent ce spectacle avec inquiétude. Ils craignent évidemment que leur maison ne parte en fumée. Laura, restez avec nous jusqu'à la fin. Gaëlle, un mot de Fontainebleau qui brûle. Aujourd'hui, ça nous dit quoi ? Que l'on a annoncé une tropicalisation du climat de la France hexagonale. On connaît aujourd'hui les mêmes conditions climatiques, la même inflammabilité de la végétation en Normandie, en Bretagne et en Île-de-France. Le GREC, donc le groupement des experts du GIEC de la région Île-de-France, avait déjà théorisé, expliqué ce qui nous attendait à l'horizon 2050, 2030. Et on voit que ces conditions climatiques se sont accélérées et que lorsqu'on avait anticipé aujourd'hui, à la fois sur les sécheresses, sur les feux, mais aussi sur les inondations, sur la crue, sur les crues des différents cours d'eau, sont en train de nous impacter directement de plein fouet dans la région capitale qui pensait être à l'abri avec le déploiement d'engins qui, à la base, étaient destiné à la protection de la forêt méditerranéenne. Alors, on va peut-être écouter Laurent Nunez, qui est le ministre de l'Intérieur et qui s'est rendu sur place ce matin. Un incendie qui pourrait ne pas être dû au hasard, peut-être d'origine criminelle. Écoutez. Il y a eu une dizaine de points de départ de feu dans un périmètre de 1000 mètres, ce qui laisse supposer que ce pourrait être une origine volontaire. Alors, je n'en dis pas plus. Il y a Madame la procureure de la République de Fontainebleau qui, bien sûr, est saisie. Il y a une enquête en cours. Au moment où je vous parle, il a parcouru 800 hectares. 800 hectares, ça représente un peu moins de 5% de l'ensemble du massif de la forêt de Fontainebleau, ce qui est évidemment très important, totalement exceptionnel, totalement inédit et qu'on impute évidemment à la situation climatique que nous connaissons, à la sécheresse.
Laurent Nunez nous dit à l'instant, la procureure de la République de Fontainebleau donc est saisie. Lui qui rappelle qu'il y a une dizaine de points de départ de ce feu dans un périmètre de 1000 mètres. Ça paraît beaucoup. En tout cas, cette piste criminelle, elle est prise au sérieux cet après-midi. Oui, elle est prise en sérieux puisque, en effet, il y a plusieurs foyers qui sont actifs. Et ce que nous disent les habitants que nous croisons ici, c'est qu'ils ont vu plusieurs départs de feu exactement au même moment, à plusieurs kilomètres d'écart. Voilà pourquoi cette thèse, elle est prise au sérieux. En tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que cet incendie, il est absolument exceptionnel et que les moyens déployés sont inédits. Pour la première fois de l'histoire, il y a 2 Canadair qui survolent cet incendie de la forêt de Fontainebleau. On assiste à ce balai incessant depuis tôt ce matin. Il y a également des hélicoptères, bombardiers d'eau qui sont mobilisés. Au total, il y a 500 sapeurs-pompiers qui œuvrent. Leur objectif, au début, c'était de parvenir à fixer le feu dans la journée, mais on se rend compte que ce sera très compliqué car leurs conditions de travail sont épouvantables. Déjà, il y a du vent, ce qui rend leur travail particulièrement difficile. Ensuite, le sol est particulièrement sec. Et puis, vous en parliez tout à l'heure, il y a cette vigilance rouge canicule. Actuellement, il fait plus de 30 degrés. Les températures devraient même grimper à plus de 35 degrés au fil de la journée. Le feu qui ne sera donc certainement pas éteint dans les prochains jours. Merci beaucoup Laurent Cambeau qui est sur place pour France 24. Ces 2 Canadair qui ont écopé tôt ce matin dans la Seine pour tenter d'éteindre cet incendie. On le voit effectivement pas tous les jours. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Ces incendies qui se déplacent et qui remontent donc vers le nord. Incendie peut-être volontaire, ça aussi, c'est assez fréquent, malheureusement. Les feux sont à 90-95% d'origine humaine, par négligence ou malveillance. Sur ces 90%, il y a 30% qui sont d'origine criminelle, c'est-à-dire soit des personnes qui mettent le feu, soit des arnaques à l'assurance, des véhicules qui sont incendiés, des maisons qui sont incendiées et qui vont se propager à la végétation. Donc, effectivement, d'un point de vue statistique, il faut avoir en tête que ces feux ne peuvent progresser dans ces zone septentrionale qu'on n'a pas l'habitude d'avoir et qu'on pensait possible uniquement dans le sud de la France. Vous savez, je discutais avec un professionnel de la gestion de crise qui disait que ces scénarios de feu aussi haut, aussi présents dans le Nord, étaient tellement extrêmes qu'ils n'ont même pas osé être proposés aux clients, aux personnes qui en avaient besoin. Il n'y a pas que l'Île-de-France, le Cap Fréhel en Bretagne, lui aussi, est victime d'un incendie. Et on voit les machines aujourd'hui, que ce soit les Milan, donc les Dash 8 ou les Canadair, les Pélicans, qui sont aujourd'hui en train de faire des navettes entre l'ouest de la France, le sud de la France et l'Île-de-France, et dire à quel point ce territoire, sur ces machines qui mettent parfois plus d'1 heure pour pouvoir rejoindre les différents foyers, les différents chantiers, sont mises à rude épreuve, d'où l'importance aujourd'hui d'être vraiment responsable, de monter en puissance sur les réserves communales pour assister et accompagner ces pompiers. On est déjà en train de faire de ces feux de la politique. Il y a Édouard Philippe qui a appelé à privilégier un Canadair souverain ce matin. Cette crise, je le cite, lui qui est candidat à la présidentielle, je le rappelle, cette crise pose la question de nos moyens de lutte contre ces incendies. Nous dépendons encore de Canadair en fin de vie, difficile à maintenir et à remplacer. Quand Emmanuel Macron dit tous les moyens sont mis sur la table pour lutter sur ces incendies, quels moyens? Ça, c'est une vraie question. Alors, 90% du travail est effectué au sol. Je vais renvoyer tous ces hommes politiques aux demandes de la Fédération des sapeurs-pompiers, aux demandes des différentes collectivités, aux demandes des organisations et des ONG sur le maintien, le soutien aux dispositifs de prévention. Vous savez, les centaines de milliers, les millions d'euros qu'on dépense aujourd'hui, ce sont des centaines de milliers d'euros qu'on n'a pas mis hier, au moment où ces hommes politiques étaient au pouvoir. Elle n'est pas nouvelle, cette question. Édouard Philippe, c'est l'ancien Premier ministre. Voilà, la question, elle se posait déjà à l'époque. Il ne découvre pas ses moyens, il ne découvre pas que de Havilland, Bombardier, qui fabriquait ces avions, ne peut pas, comme ça, d'un claquement de doigts, remettre en route une chaîne de production d'avions. Et ces avions, ce n'est pas le seul moyen dont on a besoin. Regardez le débat entre les sapeurs-pompiers volontaires, qui représentent près de 80% du corps des pompiers, et les sapeurs-pompiers professionnels, sur la manière dont ces pompiers sont payés, la manière dont ils vont récupérer. On a voté et discuté dans ce pays pendant des années sur la loi de modernisation de la sécurité civile. Ces hommes, ces femmes se battent au quotidien. Et si ça tient,
Je tiens à témoigner aussi de leur travail. Si on tient aujourd'hui, c'est grâce à leur implication, c'est grâce au fait que ces personnes sont extrêmement impliquées sur le terrain. Et parfois avec beaucoup de moyens qui manquent, et à la fois de point de vue matériel, mais aussi d'un point de vue humain. Et là, les moyens dont nous psychologiquement, c'est disposons dur. aujourd'hui pour lutter contre ces incendies. Vous parlez de la Bretagne, il y a Fontainebleau, on est très focus sur Fontainebleau parce que c'est juste la la région porte de capitale. Paris, mais il y a d'autres régions évidemment qui sont concernées par ces feux. Les moyens sont insuffisants. Et alors là, je vais juste répéter ce qu'ont dit les professionnels qui sont sur le terrain, les députés, les sénateurs, la loi Matras qui a été votée pour la modernisation. Effectivement, on n'est pas encore aujourd'hui à la hauteur des moyens d'adaptation. Alors là, on est dans une réponse opérationnelle. Donc effectivement, là, il y a un débat sur les moyens. Mais encore une fois, la réponse opérationnelle, elle arrive à la fin de ce qu'on aurait dû faire, financer en matière de prévention, sur les réserves communales, sur le matériel, sur l'accompagnement des collectivités pour pouvoir financer aussi des travaux forestiers, l'équipement et la montée en puissance dans la formation aussi des réserves communales. Vous savez qu'il y a énormément de communes qui ont du mal aujourd'hui à mettre à jour leur plan communaux de sauvegarde, leurs documents d'information communaux des risques majeurs. Donc, au-delà des moyens, il y a aussi une question de culture du risque. La culture de la prévention dont parle Pedro Sanchez en Espagne après les 13 victimes recensées, les 13 morts. Hein. Tout à fait. Tout le monde est concerné de la même manière. La loi du 17 décembre 2018 qui a été votée, l'article 110 sur les moyens d'alerte, et c'est le cœur aujourd'hui de la querelle en Espagne. Comment prévenir des gens qui sont pour la plupart des victimes des touristes, des personnes étrangères qui sont allophones, qui ne parlent pas forcément espagnol, d'un danger immédiat. Là, je rêve de voir l'article 110 sur le paragraphe 2 avec de nouveaux dispositifs, que la télévision soit utilisée pour alerter les populations, que la radio numérique terrestre soit utilisée, que l'ASA... Vous voyez, on a une nouvelle technologie, l'Automatic Safety Alert qui vient d'être développée, qui mériterait aujourd'hui d'être déployée sur le territoire. Cette technologie va permettre sur les radios numériques terrestres, les nouveaux dispositifs radio, les autoradios, de circonscrire l'alerte dans un périmètre d'une quelques centaines de mètres, automatiquement, même quand la radio est éteinte et en veille. On va pouvoir réveiller des radios. C'est ce qui a pêché en Espagne, pour les téléspectateurs qui nous regardent et qui n'ont pas suivi l'actualité ce week-end, la prévention, l'alerte qui n'a pas été donnée, ou en tout cas, voilà. Soit donnée à temps. On n'a pas de problème technique, on n'a pas de problème technologique. On a un problème politique et financier pour accompagner les politiques publiques sur le terrain, au plus près des hommes et des femmes qui travaillent au quotidien sur ces questions, au plus près aussi de nos enfants. Il faut imaginer que les ingénieurs, les techniciens, les psychologues, les sociologues qui vont travailler, le monde de la culture, on a raboté sur la partie culturelle parce qu'on pense que c'est du divertissement, que c'est pas utile. Non, on a besoin de séries, on a besoin de films, on a besoin de documentaires, on a besoin de pièces de théâtre, on a besoin de stimuler des imaginaires. C'est très anxiogène ce qui est en train de se passer. Le meilleur moyen aujourd'hui d'aider les populations à comprendre ce qui se passe et à savoir comment on va s'en sortir collectivement, c'est de créer, de susciter des imaginaires. On ne voit pas d'enfants sur ces images. Et pour être à leur côté, ces jeunes, lors d'exercices, je peux vous garantir qu'un exercice avec les territoires d'outre-mer dans lesquels je travaille souvent, ce n'est pas une marche funèbre. Ce ne sont pas des marches funèbres, les exercices. Ce sont de formidables outils où on explique à des enfants, dès le plus jeune âge, dès la crèche, comment on va s'en sortir collectivement. Comment savoir réagir et quel geste important pour se sauver et sauver les autres. Exactement, il le demande. Comment je vais pouvoir aider ma grand-mère, comment je vais pouvoir aider mon grand-père, mon grand frère, ma mère, mes parents, un cousin, une cousine qui a un handicap. On comprend toute l'importance de cette prévention, évidemment, de ces apprentissages donnés aux plus jeunes. Gaël Musquet, parce qu'on arrive à la fin de cet échange, j'aimerais qu'on revienne à ce qu'on est en train de vivre là, cet épisode caniculaire qui est à l'origine de tout, réchauffement climatique. On n'en fait plus la démonstration ici. Ça va aller un peu mieux quand on nous dit 11 départements ce soir qui pourraient être rétrogradés pour la France, du rouge au orange. Donc c'est un peu mieux, mais ça reste encore chaud, très chaud.
Alors, on a des orages qu'il va falloir surveiller, qui commencent d'ailleurs. On a déjà des orages en ce moment-là en Normandie. Qui sont source d'autres problèmes. Exactement, Mortagne-au-Perche, l'Aigle en Normandie, qui sont impactés là aujourd'hui, là en ce moment par des orages. On a toute la façade ouest. Le rafraîchissement va arriver par ces orages via la façade ouest. On va attendre jeudi, vendredi pour l'Île-de-France et les départements du Nord qui vont être les premiers à bénéficier. Un peu plus tard dans l'Est et dans le Sud, on va avoir une petite accalmie. Il va falloir encore être vigilant. Au-delà de 2 à 3 jours, Météo France ne s'avance pas trop. Ces modèles sont parfois mis en difficulté par l'extrémisme des conditions que l'on vit. Donc, il va falloir vraiment travailler à la fois sur l'aspect de prévention, être vigilant sur les différentes vigilances, attentif aux messages qui sont transmis, parce qu'on reste encore sur une végétation qui est extrêmement flammable. On n'a pas de grandes pluies. Ces orages ne vont pas apporter suffisamment d'eau pour réduire significativement l'inflammabilité de la végétation d'ici à la fin du mois de juillet, avec encore cette vigilance de Météo France sur un été qui, à 70% de probabilité, restera chaud. Voilà, c'était l'info du début. Vous y revenez, 70% de probabilité que cet été soit chaud. Il est déjà très chaud avec ces prévisions, donc tendance à la baisse, mais très progressive dans les heures, les jours qui viennent. En attendant, évidemment, prudence et patience à tous les téléspectateurs qui nous regardent et qui sont évidemment concernés par ce nouvel épisode caniculaire. On va évidemment continuer de garder un œil sur ces feux de forêt, ces incendies, notamment celui de Fontainebleau. Merci beaucoup Gaël Musquet, merci de nous avoir accompagnés sur cette demi-heure. Restez avec nous parce que l'info se poursuit, elle continue avec votre rendez-vous derrière l'image dans quelques instants. À tout de suite.